les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent, le 7 novembre, anniversaire de la Révolution, leur chef suprême, Staline, prononcer ces paroles inattendues. Demain, on dansera dans nos rues. Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ces îlots de résistance jusqu'au bout pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. Tous doivent prêter serment à Staline. Товарищ Сталин! Товарищ Сталин! Клятвенно обещаем! Клятвенно обещаем! Что не пощадим! Что не пощадим! Своих сил! Своих сил! Крови! Крови! И самой жизни! Самой жизни! L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, à donner à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée. L'aide américaine à la Russie est devenue massive. Dans l'Atlantique Nord, les Alliés réussissent à réduire la menace des sous-marins allemands en formant des convois protégés vers les ports soviétiques comme Mourmansk. Fini l'anticommunisme. Pour les Américains, Joseph Staline est devenu l'oncle Joe. Et pour les Anglais, ce bon vieux Joe. Les Russes reçoivent d'énormes quantités de jeeps, de chars, d'avions, de camions et de boîtes de corned beef. En ouvrant ce bœuf compressé, les soldats russes plaisantent. On ouvre le second front. Tous attendent, comme Staline, que les Alliés fassent plus pour soulager leur misère. Pourquoi ne créent-ils pas un second front? Pourquoi ne débarquent-ils pas à l'ouest? Autour de Stalingrad, les Allemands profitent d'un repos à l'arrière, en attendant de retourner se battre contre les derniers points de résistance russes. Les flancs de l'armée allemande sont tenus par des unités des pays satellites du Reich, des Roumains, des Hongrois et des Italiens, qui n'imaginent pas le danger qui les menace. À quelques kilomètres de là, les soldats soviétiques se préparent à l'assaut. Leur haine est implacable. Ils sont plus d'1 million. Ils doivent se ruer sur les unités ennemies les plus faibles pour encercler l'armée allemande qui occupe Stalingrad. À 5 heures du matin, 3000 canons et orgues de Staline écrasent les lignes ennemies. Le soldat italien Eugenio Corti témoigne. Les roquettes tombaient avec la rapidité de la grêle. La terre était secouée comme par un séisme. L'immense armée de Zhukov passe à l'offensive. Les Hongrois n'avaient pas assez de munitions. Les Roumains n'avaient pas d'armes anti-chars.
les Italiens ont laissé leur vie. Les deux armées russes, du nord et du sud, font leur jonction, magnifiée par le talent des cinéastes soviétiques. Les Allemands voient les chars russes refermer le cercle autour d'eux. La 6e armée du général Paulus est prise au piège de Stalingrad. Hitler est dans son chalet du Berghof, à Berchtesgaden, son repère des Alpes bavaroises. C'est là qu'il apprend la nouvelle de l'offensive soviétique. Sa première réaction est de dire à son entourage « Il faut cacher cette nouvelle au peuple allemand ». Il part vite pour son quartier général de Prusse orientale en précisant « Si la 6e armée se retire de Stalingrad, la Wehrmacht n'y retournera jamais ». Paulus pourrait encore briser l'encerclement, mais il lui faudrait désobéir. Car en arrivant à la tanière du loup, Hitler lui a envoyé ce message. « Restez sur place, une armée va venir vous délivrer. » Mais aucune armée ne parviendra jusqu'à eux. Et les avions de la Luftwaffe seront incapables de les ravitailler suffisamment, malgré les promesses de leur chef, Göring. À Noël, la ration est réduite à 50 grammes de pain et 12 grammes de graisse. Le soldat infirmier Paul Gerhard Müller, 30 ans, écrit « Ma très chère Magdalena, cette lettre est une tentative, probablement la dernière d'entrer en contact avec le monde extérieur. Mon amour, je ne veux pas te faire de peine inutilement, mais tu dois savoir ce qu'il en est ici. Tous ces blessés, la misère de la situation actuelle dépasse de loin ce que nous avons vécu. Je te remercie encore une fois pour toute ta fidélité et ton amour. Je t'ai trop souvent causé du chagrin. Cela m'attriste profondément. Pardonne-moi. » Le lieutenant von Lebecke dit « Dans nos radios, on entendait un Russe nous répéter en allemand. Toutes les 7 secondes, un soldat allemand meurt en Russie. Stalingrad, Massengrab. Stalingrad, fosse commune. » Le capitaine soviétique, Joseph Prautov, écrit à sa femme « Je me sens mieux maintenant. Nous avons pris le dessus sur ces serpents. Nous en capturons un grand nombre. Ils commencent à payer pour le sang qu'ils ont versé, pour les larmes de notre peuple. Je vais bientôt revenir. Je t'envoie 500 roubles. Joseph. » Les Russes atteignent le centre-ville. Face au drapeau rouge, le magasin Univermag, où se terre le chef de la 6e armée, le général Friedrich Paulus. Ces hommes se rendent. Paulus aussi. La veille, Hitler l'a nommé maréchal, en pensant que son honneur l'obligerait à se suicider. Mais Paulus, écœuré par l'absurdité des ordres d'Hitler, brisé nerveusement, épuisé par la dysenterie, se laisse capturer. Pour les Russes, le maréchal Paulus est une prise exceptionnelle. C'est lui qui avait conçu le plan d'invasion de l'Union soviétique, l'opération Barbarossa. Les soviétiques n'arrivent pas à y croire et lui demandent son livret militaire pour être sûr de son identité.
Paulus va collaborer avec les Russes et faire condamner ses anciens chefs, comme Keitel, au procès de Nuremberg. Il choisira de vivre en Allemagne de l'Est. Il a agi surtout par rejet de la folie hitlérienne, comme beaucoup de ses hommes. Au diable Hitler, ose marmonner les prisonniers allemands avec les quelques mots de russe qu'ils connaissent. Nous voulons rentrer chez nous. On peut imaginer l'émotion de tous les peuples occupés. Après la défaite de Stalingrad, l'espoir renaît. Bien entendu, les actualités allemandes ne montrent aucune de ces images. Et Hitler dit: il ne faut pas employer le mot capitulation. Il faut expliquer que nos hommes n'ont pas eu de ravitaillement, c'est pourquoi ils ont été battus. Il faut employer le mot sacrifice. Les nazis veulent tirer de ce désastre national le moyen de galvaniser le peuple allemand. Et c'est le ministre de la propagande, Goebbels, qui se charge de cette mobilisation générale, de toutes les énergies et de toutes les ressources.